Deuxième partie, pratique clinique. Alors, dans une relation professionnelle, évidemment, avant qu'elle s'établisse, là, il doit y avoir habituellement un petit téléphone. Les patients contactent les professionnels par appel téléphonique. Donc, on vous suggère fortement d'avoir un message téléphonique professionnel. De laisser répondre les enfants ou de nommer tous les membres de la famille, ce n'est pas professionnel. Alors, identifiez-vous, s'il vous plaît, votre nom, votre acupuncteur, puis pour que le patient n'ait pas peur et ne se demande pas où est-ce qu'il téléphone. C'est la même chose quand l'inspection appelle aussi. Puis évidemment, si vous vous absentez puis que vous ne le dites pas dans votre message, nous, on l'entend. Quand on parle de contrat entre un professionnel de la santé et ses patients, évidemment qu'on ne parle pas de contrat signé. Par contre, c'est un contrat qui est tacite, qui existe vraiment. Et puis, on considère que l'appel téléphonique, ça constitue un pré-contrat. Donc, c'est déjà une part d'engagement de la part du patient et du professionnel qui accepte de le rencontrer. Donc, une fois que que le patient a franchi le seuil de votre porte et qu'il accepte de recevoir un traitement, ça constitue un contrat. Et ça veut dire des obligations pour les deux parties. Pour les obligations, évidemment, le patient devra se présenter au rendez-vous fixé. Mais dans certains cas, il peut y avoir des petits problèmes, puis il devra annuler son rendez-vous. Vous pouvez charger des frais d'annulation, mais en autant que vous l'annonciez dans votre salle d'attente ou du moins verbalement et noté dans le dossier de vos patients. Le montant que vous pouvez charger, évidemment, doit être relatif là, à l'argent que vous considérez avoir perdu. Charger le plein montant, ça pourrait être contesté parce que vous n'avez évidemment pas tout perdu, là, ne serait-ce que la partie du matériel que vous n'avez pas utilisé n'a pas été perdue. Alors, le contenu du registre, évidemment, on doit retrouver le nom de famille et le prénom du patient, des patients, en fait. Ces deux informations-là au complet. Pour ce qui est de la durée de conservation, un registre, c'est 1 an. En fait, si vous travaillez, par exemple, votre dernière journée c'est le 26 décembre, bien, vous devrez conserver votre agenda jusqu'au 26 décembre suivant. Là. Bon, maintenant, la publicité. Ça, on en voit de toutes les sortes. Vous en avez vu hier aussi? Bon. Ce qui est conforme, en fait, j'imagine que vous le savez, là, c'est A majuscule, C minuscule. On voit souvent des AC. Là, je ne les ai pas toutes mis. Là. C'est plusieurs façons de l'écrire. DAC, DMTC, DTCM, MOAQ, docteur, spécialiste. On en voit là, vraiment très, très régulièrement qui ne sont pas conformes. Pour en revenir au symbole graphique de l'ordre, ce qui arrive, c'est qu'on voit souvent le symbole AC et puis ordre des acupuncteurs. Ça veut dire que vous travaillez à l'ordre des acupuncteurs. Moi, sur ma carte de l'ordre, c'est écrit comme ça. Donc, c'est pas ça, en fait. Si un acupuncteur fait une publicité et qu'il veut utiliser le symbole graphique de l'ordre, il doit noter qu'il est membre ou inscrit, ça, c'est pas grave, là. Membre ou inscrit à l'ordre des acupuncteurs. Mais sinon, c'est comme de laisser croire qu'il travaille à l'ordre des acupuncteurs. Et puis, évidemment, bien, quand on fait de la publicité, il faut faire attention aux opinions qu'on exprime. Il faut que ça se colle aux théories fondamentales. Pour ce qui en est des autres pratiques ou activités professionnelles. Donc, si vous êtes membre d'un autre ordre professionnel de la santé,
par exemple physiothérapeute ou infirmière, vous pourrez concomitamment vous désigner en utilisant le titre associé à cette autre profession, tel que reconnu par le Code des professions, là. Donc, il faut que ce soit vraiment une profession légalement reconnue ici au Québec. Alors, si vous détenez des titres académiques tels que définis par une loi québécoise, notamment la loi sur les établissements d'enseignement de niveau secondaire, ou qui sont sanctionnés d'une manière similaire par des autorités gouvernementales d'une autre juridiction, vous pourrez indiquer ces titres académiques ou leur abrégé suite à votre nom ou à votre titre professionnel. Donc, ça inclut évidemment si vous avez fait un bac ici au Québec, une maîtrise, bon, comme vous avez vu, suite à mon nom, j'ai indiqué mes deux autres grades. Donc, vous pouvez sans problème les inscrire. Mais il faut que ce soit vraiment là, reconnu par, suivant la loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire. Pour poursuivre sur la publicité, donc relativement à l'offre de services en tant qu'acupuncteur, si vous annoncez des services, que ce soit sous votre nom ou sous le nom d'une société commerciale, par exemple clinique de santé naturelle, vous devrez toujours nommer l'acupuncture en tout premier dans l'énumération s'il y en a, et les modalités thérapeutiques et non un titre associé non reconnu, par exemple herboristerie traditionnelle chinoise et non herboriste, ou encore massage tuina et non massothérapeute. Cependant, conformément à certains articles du Code des professions, vous devrez être en mesure de démontrer que vous avez les compétences requises pour offrir ces services et les modalités thérapeutiques que vous annoncez. Par exemple, si vous êtes massothérapeute, puis bon, là, vous apprenez qu'on peut inscrire massage tuina. Bien, il ne s'agit pas pour vous d'écrire massage tuina. Si vous voulez, si vous faites du tuina vraiment, vous devrez nous démontrer que vous avez une formation rigoureuse et que vous l'avez réussi, que vous détenez une attestation. Autrement, vous ne pourrez pas l'annoncer. Ce n'est pas un choix qu'on fait, un choix de mots pour essayer de se coller un peu sur la réglementation. Il faut vraiment être conséquent avec ce qu'on annonce. Pour ce qui est des reçus maintenant, donc évidemment, ils doivent être remis au nom du patient qui reçoit le traitement d'acupuncture. On vous suggère d'indiquer vos noms et numéros de pratique lisiblement, parce qu'autrement, ça peut porter préjudice au patient. Si la compagnie d'assurance qui reçoit ça n'est pas capable de lire votre nom, n'a pas vos coordonnées, puis votre numéro de membre n'est pas inscrit, bien évidemment, ça va retarder le paiement pour votre patient, puis ça se peut qu'il ne se présente pas à son prochain rendez-vous parce qu'il n'y aura pas l'argent nécessaire. Donc, assurez-vous là, que vos reçus soient clairs. Bien, pour les reçus de complaisance, vous avez dû l'entendre hier, la réponse, c'est non. Alors, le reçu, c'est pour le patient qui reçoit le traitement. Ça ne peut pas être fait au nom d'un conjoint ou au nom d'une autre personne qui détiendrait une police d'assurance qui rembourse les traitements d'acupuncture. Vous pouvez, je vous ai référé à un article là, qui est apparu dans le Point Source en 2011, à la page 12. Bon, pour la CSST, combien pouvez-vous charger aux patients? Rien. Alors, ça, c'est en vertu d'une loi. La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, la CSST, vous chargez directement à la CSST. C'est encore et toujours 27 $ depuis 25 ans minimum. Et puis, vous ne pouvez pas charger la différence à votre patient, pas plus que vous ne pouvez lui remettre un reçu pour cette différence-là. Pour ce qui est de la SAAQ, bien, c'est différent. Ce n'est plus ni moins qu'une assurance, comme n'importe laquelle des assurances qu'on pourrait détenir. Donc, vous pouvez charger le montant que vous voulez à votre patient.
lui, à ce moment-là, si vous chargez, par exemple, si vous chargez 60 pour une visite, vous pourrez charger votre 60 puis le patient, lui, contactera la SAQ puis pourra se faire rembourser 26 Vous pouvez aussi facturer à la SAQ le 26 et ne charger que la différence à votre patient. Évidemment, si vous remettez un reçu, bien, vous remettez pour le montant que le patient vous a donné. Hein? Donc, c'est libre à vous, ça, là, en ce qui a trait à la SAQ. Alors, dans un cabinet de consultation, donc, habituellement, il y a une salle d'attente. Et qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une salle d'attente? 2 documents, le Code de déontologie des acupuncteurs et le règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes. Et sur chacun de ces documents, vous devez noter les coordonnées de l'ordre. On doit également voir votre certificat d'inscription au tableau de l'ordre, parce que le permis, évidemment, ça, on peut l'avoir, mais ne pas avoir payé cette cotisation, puis donc ne pas être membre de l'ordre, en fait, c'est ce qui détermine que vous avez payé votre cotisation et que vous êtes membre. Puis ne vous inquiétez pas, là, on va l'avoir. Ça, c'est la même chose à chaque année. On ne peut pas recevoir ce document-là avant d'avoir payé. Puis bon, c'est le 1er avril qu'on commence à faire les comptes au bureau, si vous voulez. Puis on n'est toujours pas plus nombreux qu'on l'était au début du cours. Alors, doivent également être disponibles dans votre salle d'attente, donc des masques d'examen. Et du savon à base d'alcool. Dans une clinique d'acupuncture, on s'attend à ce qu'il y ait un lavabo qui soit accessible. Puis quand on parle d'accessible, évidemment, si vous êtes, par exemple, dans un édifice commercial, au 2e étage de votre clinique, mais que le lavabo est au 3e ou au 1er, ça s'appelle pas accessible. Donc, ça veut dire que ce local-là ne convient pas à la pratique de l'acupuncture. Pour ce qui en est des salles de traitement, évidemment, on s'attend à ce que l'intimité soit assurée, qu'il y ait l'ameublement approprié. Bon, l'intimité, ça veut dire que les patients n'entendent pas tout ce qui se dit, puis ne voient pas non plus ce qui se passe dans l'autre salle d'examen. Pour l'hygiène et la salubrité, on va regarder vos tables de traitement quand on va aller faire de l'inspection. Puis si vous regardez dans le guide de prévention des infections, vous allez voir qu'une table de traitement, ça doit être fait en vinyle, non poreux. Puis la raison pour laquelle c'est précisé, c'est que ça veut dire, ça sous-entend que ça ne doit pas être recouvert d'un futon, d'un surmatelas ou de tout ce qui vous plaira de mettre sur une table de traitement. La table de traitement, elle doit être en vinyle. Ou en cuirette. Et ça ne doit pas être poreux, ça doit être facilement lavable. Alors, si ce n'est pas comme ça, pensez, là, quand vous allez consulter un médecin, vous allez chez le dentiste, peu importe, est-ce qu'il y a un futon? Est-ce qu'il y a un surmatelas? Non. C'est la cuirette, c'est lavable. Vous éliminez tout risque de propension d'infection ou quoi que ce soit. Si vous utilisez un drap de tissu et que vous voulez le recouvrir de papier, à ce moment-là, si votre papier ne fait pas la largeur de votre table, vous devrez évidemment jeter votre papier et laver le drap après chaque patient. Parce que même si vous dites « Ah, on a vu ça, je vais mettre mon papier en croix. » Donc, mon patient, quand il va être couché, il va être comme ça. Mais le patient, il faut qu'il se rende là. Alors, c'est ceux qui touchent au drap. Ça veut dire... Comprenez-vous? Bien oui, parce que si vous... Mettons, vous avez un drap de tissu, puis là, vous avez votre papier qui n'est pas assez large pour couvrir entièrement la table. C'est qu'on voit des acupuncteurs qui mettent une laisse de papier, puis qui, là, ils se disent, tiens, à la hauteur des épaules, je vais en mettre une autre laisse comme ça. Mais ça ne fait pas ça. Vous devez à ce moment-là laver
le drap de tissu qui est en dessous, là, parce que c'est certain que le patient va y avoir touché. Si vous utilisez un drap jetable qui couvre entièrement le drap, ça va. Après chaque patient, il faut nettoyer les surfaces de travail ainsi que les objets. On parle ici de table de traitement, de tabouret, lavabo, entre autres, là, à l'aide d'une solution germicide spécialement conçue à cet effet. Par exemple, Quadis, une dilution d'eau de javel, du peroxyde d'hydrogène à 5 Il y a également des lingettes Axel TB, TD, là, je ne me souviens plus, qui peuvent être utilisées également. Vous regardez sur la description du produit, puis vous voyez ce qui est écrit. Je reviens là-dessus. La surface de la table doit être faite de matériaux lisses et non poreux, tels que du vinyle ou de la cuirette. Et il faut utiliser de préférence des draps de papier ou du papier de table d'examen. Et évidemment, changer ça après chaque patient. Donc, un petit rappel, si le drap de tissu n'est pas entièrement recouvert, on doit le changer après chaque patient. Toutes les serviettes, tous les tissus qui auront été en contact direct avec le patient devront être lavés après chaque utilisation. N'oubliez pas, là, si vous utilisez une couverture épaisse là, pour tenir votre patient au chaud, elle doit être lavée après chaque patient, si elle est en contact avec lui. Si vous dites « Ah non, moi je mets un drap de papier sur mon patient, et puis je recouvre le tout d'une couverture chaude et épaisse », votre patient, là, des fois, le nez lui pique, il se gratte, hein, il sort le bras, puis là, il touche au drap. Donc, je veux dire, placez-vous à la place de vos patients. Est-ce que vous aimeriez ça, que quelqu'un d'autre ait déjà touché ou que vous ne connaissez pas, là, ça peut être n'importe qui, hein, qui a touché au drap. Moi, en tout cas, j'aimerais pas ça, savoir ça. Donc, dès que ça a potentiellement touché au patient, c'est au lavage. Puis d'ailleurs, on va voir que les grosses couvertures, c'est pas une bonne idée. Ça va venir bientôt. Pour ce qui est de la literie, donc, le lavage, ce qu'on suggère, c'est 2 ml d'eau de javel par litre d'eau. Pour l'intimité, en tout temps, il faut préserver l'intimité du patient. Donc, on parle d'avant, de pendant et après l'installation de ce dernier. Prévoir le nécessaire pour couvrir les patients et respecter les règles d'hygiène de base pour la literie. Bon, l'intimité du patient, je ne sais pas si Alain en a parlé un petit peu hier, mais bon, on a des patients qui sont plus pudiques, d'autres moins, hein, puis certains vont se déshabiller allègrement. Puis ils vont s'installer, ils vont vous dire « Oh non, moi, j'ai pas besoin de serviettes, ça me gêne pas. » Mais vous, en tant que professionnel, ça doit vous gêner. Alors, je veux dire par là que vous devez offrir le nécessaire à chacun des patients. Puis non seulement l'offrir, mais insister pour qu'il se couvre adéquatement. Donc, pour les femmes, couvrir le soutien-gorge, couvrir la petite culotte également. Puis tout cela, même si le patient vous dit que ça les dérange pas du tout. On a déjà des membres qui ont été reconnus coupables par le comité de discipline là, pour ne pas avoir fourni le nécessaire aux patients pour qu'ils se couvrent. Alors, c'est important de toujours avoir soit des serviettes ou quelque chose là, pour recouvrir vos patients. En ce qui a trait à l'asepsie, donc, avant la ponction, ne sortez pas les aiguilles de leur emballage. On avait des acupuncteurs qui, pour gagner du temps, avant que le patient s'installe ou soit déjà dans la salle de traitement, ouvraient, déballaient leurs aiguilles, leurs sachets d'aiguilles. Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut vraiment ouvrir ça au fur et à mesure qu'on en a besoin. Puis il ne faut surtout pas les ouvrir et les placer, les déposer dans un contenant en métal. Même si on nettoie ce contenant-là avec de l'alcool, ce qui n'est pas une désinfection suffisante, il ne faut jamais non plus piquer vos aiguilles dans une ouate, même si celle-ci est
imbibée d'alcool. Donc, l'aiguille, quand vous la sortez, c'est pour la placer sur votre patient, tout simplement. Et de procéder à la désinfection des sites avec de l'alcool à 70 % ou plus. Vérifiez toujours la date de péremption sur vos contenants. Ça veut dire que vous ne pouvez pas là, jeter votre contenant avant d'avoir terminé là, l'utilisation de l'alcool. Si vous achetez un gros contenant puis que vous videz ça dans vos petites bouteilles, bien, gardez quand même une trace de la date de péremption parce que sinon, si on vous demande, vous ne pourrez pas nous répondre puis ça va être une faute qui va être reconnue. Faites attention pour l'alcool. On a vu dans des magasins de type Dolorama de l'alcool qui se vend à 50 % On doit avoir de l'alcool à 70 % ou plus. Donc, vérifiez toujours ça. Si vous achetez un contenant d'alcool qui n'a pas de date de péremption dessus, bien, c'est un mauvais achat. Retournez-le ou ne le conservez pas. Vous devez absolument être en mesure de connaître la date de péremption. Après la poncture, donc, ne pas réutiliser les aiguilles. Ça, c'est clair, hein? Les aiguilles jetables, là, c'est fait pour une seule utilisation. Et puis, même si c'est pour un même patient, on ne doit pas réutiliser les aiguilles. Et on doit obligatoirement avoir un contenant pour disposition des aiguilles souillées dans chacune des salles de traitement. Donc, c'est... Puis là, vous ne pouvez pas nous dire, là, oui, mais moi, je les récupère, je les mets dans un petit contenant que je nettoie au préalable, je sors de la pièce, puis je vais les déposer dans un contenant conforme. Non, c'est un contenant conforme par salle de traitement. Donc, on évite les déplacements, on évite les risques d'accident. Puis aussi pour les boîtes d'aiguilles, hein, vérifiez toujours les dates d'expiration. Donc, idéalement, ne vous débarrassez pas des boîtes d'aiguilles. On voit des fois des membres qui vont conserver une vieille boîte là, dans laquelle ils vont placer les nouvelles aiguilles. Mais sauf que sur cette vieille boîte-là, la date de péremption, des fois, est passée depuis 2-3 ans. Alors, là, on ne peut pas savoir là, si les aiguilles sont conformes. Ou la méthode de stérilisation. Quant aux appareils utilisés, on parle d'électrostimulateurs. Alors, on s'attend à ce que vous fassiez vérifier vos électrostimulateurs ou électroponcteurs là, régulièrement. Là, vous allez me dire, c'est quoi régulièrement? Bien, ça dépend. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Si vous voyez 2 patients par jour puis que vous utilisez votre électrostimulateur une fois par semaine, c'est sûr qu'il va peut-être user moins vite, mais par contre, bon, c'est la batterie. Alors, essayez de réfléchir puis d'utiliser encore là la loi du gros bon sens. En moyenne, pour une utilisation là, raisonnable d'un électroponcteur, un électrostimulateur, ça peut être une fois par 2 ans. Bien, ça, c'est une utilisation moyenne, raisonnable. Pour ce qui est du laser, bien, ce qu'on vous demande, c'est une calibration. Si vous ne savez pas ce qui sort de votre laser, vous ne pourrez pas faire le calcul pour savoir combien de temps faire pour vos points. Pour le tableau, là, pour la conversion, pour savoir à partir du modèle que vous utilisez, combien de temps vous devez passer sur chaque point, bien, je vous invite à consulter le tableau qui est dans le guide de la tenue de dossier par l'acupuncteur. Là, vous avez la façon de calculer comment passer de points, là, passer de temps sur les points avec un laser. Pour les lampes, l'halogène, c'est interdit en tout temps parce que c'est dangereux. Quant aux lampes électromagnétiques, on sait qu'il y en a de plus en plus d'acupuncteurs qui ont une lampe électromagnétique. Alors, vous devez à ce moment-là porter une attention particulière aux porteurs d'instruments de systèmes médicaux implantables actifs. Alors, on appelle ça des ISMIA et ce n'est
pas que les pacemakers, là. On parle davantage d'appareils. On parle donc de dispositifs médicaux dépendants pour un fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou toute autre source d'énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur. Alors, vous pouvez aller voir sur Santé Canada, là, si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus. Donc, c'est pourquoi, si vous utilisez une lampe électromagnétique, dans votre questionnaire, vous devrez vous informer si vos patients sont porteurs d'ischemia. Maintenant, la torche au butane, c'est une interdiction en tout temps et en tout lieu. Aussi simple que ça. Alors, c'est une résolution adoptée par le CA de l'OAQ le 19 décembre 2014. Maintenant, pour la procédure de désinfection générale du matériel semi-critique réutilisable. Là, on parle de ventouses, on parle de tout autre matériel qui n'est pas aiguille et que vous utilisez. Alors, il existe une procédure de désinfection générale. Ça veut dire que les patients ne doivent pas être porteurs de tuberculose. Ça veut dire aussi que lors de votre questionnaire, vous devrez indiquer, demander en fait au patient s'il est porteur de tuberculose ou non. Donc là, on parle ici pour cette procédure-là de non-porteur de tuberculose, donc sans microbactéries. Il y a toute une procédure à respecter. Donc, on parle de trempage avec de l'eau et du détergent, d'un rinçage à l'eau et d'une immersion complète dans de l'eau additionnée d'eau de Javel pour une dilution de 10:1. Et un temps d'immersion de 2 heures. Point à la ligne. Après ça, c'est un rinçage à l'eau. Le matériel doit être asséché avec un linge propre et rangé à l'abri et recouvert d'un champ propre également. Pour ce qui est des têtes de poncteur ou stylets de laser, on vous invite à consulter le guide du fabricant. Quand vous achetez un laser d'un collègue, assurez-vous d'obtenir également les directives du fabricant, puis le livre là, qui concerne cet appareil-là. Assurez-vous de connaître votre appareil si vous voulez l'utiliser adéquatement. Si vous avez, si on vous demande, mais c'est quel type de laser, puis vous vous dites, je ne sais pas, vous ne pouvez pas nous faire croire que vous l'utilisez adéquatement sur vos patients. Si vous avez, par exemple, un Girlaz 10 milliwatts, puis que vous faites comme si vous aviez un gros appareil à 15 000 en utilisant votre laser 2 secondes par point, là, ça se peut pas, là. C'est pas une utilisation adéquate de votre appareil. Donc, assurez-vous de connaître votre appareil avant de l'utiliser. N'oubliez pas, vous êtes tenu à la compétence. Maintenant, pour la procédure de désinfection de haut niveau du matériel semi-critique, ça, on parle ici des porteurs de tuberculose, donc bactéries végétatives, microbactéries, champignons et virus. Il s'agit de nettoyer immédiatement après utilisation, encore une fois avec de l'eau et un détergent, de rincer à l'eau courante ou d'essuyer, d'assécher le matériel, toujours avec un linge propre et sec, de faire une vérification visuelle et de procéder à la désinfection chimique. Pour ça, il faut voir aussi les directives du fabricant selon le produit que vous utiliserez. Donc, à savoir quelle est la quantité de produit suggérée, comment conserver le produit, et quelle est la durée de trempage indiquée. Donc, on doit aussi faire un contrôle obligatoire de la concentration des produits avant la première utilisation, de procéder à un rinçage final. Il y a 3 rinçages avec de l'eau distillée selon Santé Canada et on accorde 1 minute minimum pour cette étape. Ensuite, il y a le registre dans lequel vous devrez noter la date des désinfections et des changements de solution.
Et aussi, pour ce qui est de l'entreposage, ça doit être fait dans un endroit propre, à l'abri des courants d'air, par exemple, dans une armoire ou un contenant scellé. Tout ça, vous pouvez retrouver les détails dans le guide de prévention des infections. Pour ce qui est des agents chimiques maintenant, en fait, vous avez le choix entre deux là, qui sont suggérés. On parle du Sidex OPA. Vérifier la date d'expiration sur le contenant, par exemple. Ou du BM28 à base de glutáraldéhyde à 2 %. Il y a également une date d'expiration sur le contenant. Sachez que pour ce produit, vous devrez faire affaire avec une compagnie spécialisée accréditée en gestion des matières dangereuses qui devra vous remettre un bon de cueillette. Alors que le Sidex OPA peut être jeté là, dans l'évier, dans les égouts, là, sans problème. Le BM28, par contre, là, est soumis à des normes beaucoup plus rigoureuses. Si vous regardez dans le guide de prévention des infections, vous allez voir également que dans les deux cas, pour ces deux produits-là, l'utilisation d'une note de ventilation est fortement recommandée pour éviter d'inhaler des vapeurs toxiques. Pour la cueillette des déchets biomédicaux, on parle ici là, des aiguilles en particulier. Les bons de cueillette. Ça, je sais que c'est assez compliqué, puis on en voit aussi de toutes les sortes. Il y a 3 sortes de bons de cueillette qu'on peut accepter. Soit ceux fournis par une compagnie spécialisée. Au Québec, moi, j'en connais pas d'autres. Il y a la compagnie Stéricycle, avec laquelle vous pouvez faire affaire. Ils vont vous envoyer un contrat. C'est la compagnie qui s'occupe là, des dentistes, des cliniques médicales. Eux, ils ont le Québec là, dans lequel ils travaillent. Il y a aussi les bons de cueillette qui sont fournis par un centre receveur détenant un permis. Par exemple, un CLSC ou un centre hospitalier. Alors, ça, il n'en tient qu'à vous là, de faire les démarches là, pour vous assurer que soit votre CLSC ou le centre hospitalier de votre région accepte vos déchets biomédicaux, mais en contrepartie, vous remet un bon de cueillette. Ça, c'est obligatoire. Ça peut être aussi un bon de cueillette qui est détenu par une administration, par exemple, si vous travaillez dans une clinique médicale. Évidemment, l'acupuncteur n'aura pas son contenant, le médecin son contenant, puis, je sais pas moi, le dentiste son contenant. Tout le monde va disposer du matériel, des aiguilles contaminées dans un même contenant. Et puis, il y a une personne dans la clinique médicale qui va être responsable de la gestion des déchets biomédicaux. Alors, il s'agira pour vous de savoir qui est cette personne, puis quelle est cette procédure-là. Il y a des informations qui doivent absolument figurer sur un bon de cueillette. On n'est pas contre le fait que des membres aillent porter leur contenant chez un pharmacien. Il y en a plusieurs parmi nos membres qui font ça. Oui, mais là, bien, ça prend reçu. Peu importe le type de reçu qu'on vous remettra, là, il faut absolument qu'il y ait certaines informations. Puis, avant de laisser cette diapo-là, votre responsabilité est non transférable. Hein? Vous devez savoir comment ces déchets-là aboutiront à bon port. Et puis ça, c'est un règlement. En fait, c'est pas l'Ordre ça, qui a établi ces règles-là. Hein? C'est le règlement sur les déchets biomédicaux. Alors, voyez-vous, si vous avez un bon de cueillette qu'un centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme, dans ce cas-ci, a remis à un de nos membres. Alors, on doit absolument avoir les informations quant au receveur, hein, l'adresse du receveur. On l'a ici, service de l'entretien sanitaire. Bon, on sait que ça vient du centre de santé et de services sociaux. On doit avoir aussi les informations du client. À ce moment, en ce qui nous concerne, c'est de l'acupuncteur. Donc, on doit avoir votre nom, vos coordonnées, votre adresse. Voyez-vous ici dans le destinataire, là, l'hôpital
est identifié. On doit aussi savoir que ce sont des déchets anatomiques ou des objets piquants. On parle d'aiguilles ici. La pesanteur et le nombre de contenants. Ce qui manque souvent, c'est le nombre de contenants. Les pharmaciens vont remettre un bon qui est quand même pas si pire, là, mais on voit souvent le nombre de contenants qui est apporté qui ne figure pas. Puis ça, là, vous pouvez toujours consulter le guide de prévention des infections. Vous avez toutes les informations nécessaires là-dessus. Bon, le lavage des mains maintenant. Il faut savoir, il faut toujours se souvenir de ça, qu'en matière de prévention des infections, le lavage des mains est considéré comme la mesure la plus sécuritaire et adéquate qui soit. Il y a quelques savons qui sont acceptés. On parle d'un savon antiseptique. C'est un savon qui est à base de chlorhexidine à 2 ou 4 %. On doit, à ce moment-là, faire mousser le savon pendant 15 secondes. Et puis, sur les contenants de savon antiseptique, il y a une date de péremption. Si vous regardez sur votre contenant de savon, il n'y a pas de date de péremption, ça se peut fort bien que ce ne soit pas un savon antiseptique. Ne cherchez pas ces dates-là sur des savons antibactériens, il n'y en a pas. Donc, si vous utilisez un savon antiseptique, vous n'êtes pas obligé d'avoir le savon à base d'alcool aussi fréquemment. Vous pouvez choisir aussi d'utiliser un savon à base d'alcool, à 62 % d'alcool ou plus, et aussi de frotter pendant 15 secondes, puis de vérifier encore là la date de péremption sur votre contenant. Si vous utilisez exclusivement le savon à base d'alcool, à ce moment-là, vous devrez aussi vous laver les mains après plus ou moins 10 lavages à base d'un savon à base d'alcool, pardon. À ce moment-là, vous pourrez utiliser soit un savon antibactérien ou un savon antiseptique. Tout cela pour enlever le film qui se dépose avec au fur et à mesure des lavages, là, avec un savon à base d'alcool. Pour ce qui est du séchage des mains, eh bien là, on ne peut s'assécher les mains qu'avec du papier ou un appareil à air chaud. On exclut toute utilisation de serviettes. Maintenant, la pratique sécuritaire. Donc, la décision de faire coucher les patients sur les aiguilles doit être motivée par une situation clinique ou une orientation thérapeutique particulière. Donc, si vous décidez de placer quelques aiguilles dans le dos, de faire coucher votre patient, puis là, d'en placer d'autres devant, bien, on doit vraiment procéder là, de façon sécuritaire. C'est la même chose si vous voulez recouvrir le patient d'une couverture pendant le traitement, parce que ça peut être un facteur d'augmentation du risque de blessure ou d'infection. On voit ça souvent, des acupuncteurs qui recouvrent le patient complètement avec une couverture épaisse. On en a parlé tantôt. Bien, évidemment, les risques sont plus grands parce que les aiguilles peuvent s'insérer. Et les motivations de ces choix doivent être notées au dossier. Alors maintenant, pour les visites à domicile ou en d'autres lieux, par exemple un centre hospitalier ou CHSLD, quand vous devez sortir de votre clinique, alors ce sont les mêmes exigences qu'en cabinet qui s'appliquent, mais il y a certaines particularités. On pense aux documents à transporter. Donc, vous devez avoir votre certificat d'inscription. Puis ça, bien, à moins que vous preniez le cadre que vous avez dans votre salle d'attente de votre cabinet. Autrement, vous allez devoir en commander un à l'ordre. Et il y a des frais pour ça. Vous devrez également avoir avec vous le code de déontologie et le règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes avec les coordonnées de l'ordre. Et on vous suggère particulièrement une trousse... la trousse d'exposition percutanée accidentelle doit vous accompagner parce que si jamais quelqu'un se pique accidentellement, bien, vous devez tout de suite enclencher la procédure. Pour ce qui est de l'intimité, bon,
C'est sûr que quand vous allez à domicile, là, c'est peut-être plus facile, c'est plus convivial, la famille est là, est autour, mais le patient, dans sa relation professionnelle avec vous, c'est 2 personnes, c'est pas plus. Donc, il faut vous assurer aussi de protéger l'intimité là, avant, pendant et après l'installation. Donc, encore là, prévoyez le nécessaire pour couvrir vos patients. Petite serviette que vous pouvez utiliser. Respectez aussi les règles d'hygiène de base pour la literie. Bon, vous pourrez être invité des fois en des lieux qui sont peut-être pas très propres. Donc, essayez peut-être d'apporter avec vous là, draps et serviettes là, pour vous assurer que vous allez quand même pratiquer sur des draps propres. Parce qu'on parle toujours de matériel invasif. Hein? Pour ce qui est des renseignements confidentiels, alors bien que le domicile soit un lieu propice au partage, bien, le professionnel a le devoir de respecter le secret en tout temps, tout ce qui vient à sa connaissance. Donc, ne permettez pas que soient présents d'autres membres de la famille. Ne faites pas votre interrogatoire dans la cuisine en présence des enfants, du conjoint ou peu importe. C'est une relation privée qui doit demeurer... les informations doivent donc demeurer confidentielles en tout temps, même si vous allez au domicile de votre patient. Puis c'est la même chose en passant là, à la clinique. Quand vous faites entrer votre patient dans votre bureau pour le questionner puis répondre à votre interrogatoire, ça ne concerne que votre patient et vous-même. Donc, il n'est pas souhaitable que le patient soit accompagné d'un conjoint, d'un chum, d'une sœur, peu importe. Les autres personnes doivent rester dans la salle d'attente. Pour le matériel semi-critique, donc, là, on parle toujours de pratique à domicile ou en d'autres lieux. Alors, en tout temps, il faut également observer les mesures de désinfection générale reconnues et s'assurer lors du transport qu'il n'y a pas de contact entre le matériel désinfecté ou stérile et le matériel contaminé. Pour ce qui est du lavage des mains, bien évidemment, là, si vous n'avez pas de savon antiseptique, il n'est pas sûr que le patient en ait non plus parce que c'est assez rare que les patients aient ça à la maison. Donc, idéalement, ayez avec vous un savon à base d'alcool. Comme ça, ça évitera tout problème, puis vous serez certain de vous être lavé les mains adéquatement. Puis, pour le séchage des mains, bien, ça se peut fort bien qu'il n'y ait pas de papier à main jetable, puis comme les serviettes, c'est pas recommandé, puis qu'évidemment, dans les salles de bain de vos patients, bien, probablement que la serviette, elle a déjà servi à quelques autres utilités, bien, le savon à base d'alcool vous évite justement d'avoir à vous contaminer les mains avec des serviettes de tissu. Pour ce qui est de la gestion des déchets biomédicaux, ayez avec vous aussi un contenant conforme. Donc, si vous en faites régulièrement, bien, ça vaut la peine quand même d'investir peut-être dans un plus petit contenant là, que vous transporterez. Mais à ce moment-là, sachez que de retour à votre clinique ou à la maison, vous ne pourrez pas ouvrir votre petit contenant et le transvider dans un gros contenant. Ça ne se fait pas. Jamais. Il ne faut pas penser à ça. Donc, la manipulation des déchets doit se faire de façon sécuritaire lors du transport. Et à destination, le contenant devrait être placé dans un endroit sécuritaire et non accessible. Ça veut dire ça, mettez pas ça sur une tablette dans votre garage alors que vos enfants jouent, prennent votre bicyclette ou puis ont des petits voisins qui viennent, qui sont un peu fouineux. Là. C'est pas là que ça va. Il faut vraiment que ce soit conservé dans un endroit sécuritaire. Pour la trousse d'accompagnement, ce qu'on vous suggère, en fait, là, c'est de vous déplacer avec ce qui suit. Donc, les documents d'usage précités, le dossier du patient, évidemment, la literie,
le cas échéant, un savon à base d'alcool, de l'alcool pour désinfecter les sites, le matériel à usage unique et le matériel réutilisable, un contenant conforme pour les aiguilles souillées, une trousse d'exposition percutanée accidentelle.